Merci. Dans les ONG, il y a moins de hiérarchie peut-être, mais il y a des hiérarchies qui se sont créées au fil de l'organisation des ONG depuis 3 décennies. On a vu notamment apparaître des services RH. Hein, il n'y avait pas forcément de ressources humaines organisées. Donc vous êtes aussi maintenant plus vous-même dans des cadres hiérarchisés, j'imagine. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, on est dans un cadre totalement hiérarchisé. Alors, il y a une hiérarchie souvent dans le monde des ONG, en tout cas avec une prédominance aussi du chef de mission, du binôme entre un chef de mission et un coordinateur médical. Et effectivement, ils vont avoir un rôle important, eux, pour légitimer ce type d'intervention. On a pu, nous, à MSF, envoyer par moment des psys sur le terrain. Et effectivement, ça a marché parce qu'il y avait une validation des chefs de mission qui l'ont eux-mêmes demandé. Par contre, il y a eu des échecs quand, d'une certaine manière, on imposait ça. Hein, et que ce n'était pas porté par une équipe de coordination ou par un desk. Souvent, moi, en rigolant, ce que je dis, on envoie un psy pour se déculpabiliser un petit peu des problèmes qu'il peut y avoir sur le terrain et en pensant que ça va réduire les tensions de manière absolument magique. Donc, quand il n'y avait pas de travail vraiment, quand il n'y avait pas vraiment une équipe de coordination qui était pour ce type d'intervention, eh bien, ça ne fonctionnait pas. Alors, on le fait effectivement. Pour moi, c'est un peu ce que je disais au début. Toute la clé, c'est que les personnes qui sont sur des postes à responsabilité soient en demande et comprennent vraiment ce que l'on fait, parce qu'il y a aussi un travail d'explicitation de ce que l'on fait qui n'est pas si évident, visible. En tout cas, pour MSF, il y a encore beaucoup d'explicitation à faire sur à quoi sert un psy sur le terrain, quoi. Non, il n'y a pas de psychothérapie. Non, on ne commence pas de psychothérapie, de psychanalyse, on ne met pas sous traitement. Enfin voilà, il faut vraiment déjà déminer un petit peu toutes ces croyances qu'il peut avoir, quoi. Et ça fonctionne. En Haïti, on avait envoyé quelqu'un qui devait rester 2 semaines, elle est restée 2 mois. Voilà. Mais il faut aussi un praticien qui sache s'adapter à ce type de mode de fonctionnement, qui parle dans les couloirs, qui crée le lien avec les gens. Si on met un cabinet de consultation, les gens vont pointer. Là, clairement, ça a toujours été plus ou moins un échec. Alors on va voir si vos réflexions sont partagées dans la salle. Je vous demanderai de vous lever déjà pour qu'on puisse mieux vous apercevoir et puis de vous nommer et d'indiquer aussi la structure que vous représentez. J'aperçois Philippe Chabas déjà qui a demandé la parole. Oui, bonsoir. Je voulais continuer sur ce qui vient d'être dit par MSF sur l'importance de la sensibilisation de la hiérarchie et des équipes et l'appropriation par tout le monde. C'est effectivement au final une question de psy, mais c'est d'abord une question de prise de conscience. Moi, mon expérience, la première fois que j'ai entendu parler de PTSD, j'étais à Handicap International, responsable de la mission Roumanie, début des années 90. Et j'ai fait partie, comme toi, des gens qui ont envoyé des tas de gens au casse-pipe. Le mot traumatisme, en fait, derrière le mot traumatisme, on a souvent la vision de quelque chose de brutal et de violent. Le traumatisme en Roumanie, c'était la découverte de la souffrance des enfants. Donc c'était notre premier contact avec une souffrance qu'on ne connaissait pas du tout. On sait à peu près, en tant que médecin, gérer la souffrance physique, la souffrance psychique de gamins. On avait beaucoup de mal. Et en fait, on s'est retrouvé en face de toute une pathologie d'équipe que j'ai mis 6 mois à décoder. Ils s'engueulaient, ils avaient des accidents de voiture, ils avaient la grippe, ils avaient des rhumes, ils avaient des eczémas. Ils avaient des demandes absolument hallucinantes. Il y en a un qui voulait du Nutella, il y en a l'autre qui virait sa femme de ménage. Donc il y a tout un tas de petits signes que personne ne connaît. Et donc je pense que je voulais votre avis sur cette importance de sensibiliser la détection des symptômes qui ne doivent pas être pris au premier degré, mais essayer d'avoir des équipes et des hiérarchies qui sont à l'écoute de ces espèces de symptômes qui masquent des traumatismes qui sont en train de se constituer. Je veux bien répondre à ça. Merci beaucoup de votre remarque parce que là, vous abordez en fait un autre aspect aussi du stress, pour employer un mot très générique des humanitaires et des soignants notamment, mais des humanitaires de façon plus large, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la fatigue, voire l'usure de compassion, qui est encore un terme, c'est autre chose que le trauma, comme vous le décrivez, qui est très brutal, qui confronte à la mort, à la violence physique, à la violence psychique, mais quelque chose de plus diffus quand on côtoie des morts entre guillemets non violentes au quotidien et qu'on accompagne des personnes qui vont extrêmement mal ou qui meurent de faim ou
tous ces aspects-là. Et cette fatigue compassionnelle, c'est vraiment un autre aspect de la prise en charge, moi, je trouve, qui est très intéressant aussi dans l'idée de systématiser les débriefings au retour de mission, c'est-à-dire aussi voir comment ces expatriés arrivent à se représenter le sens de leur travail. C'est-à-dire aussi, à un moment donné, quand on voit autant d'enfants qui meurent, qu'on peut se sentir très impuissant, à quoi ça sert d'être là, à quoi ça sert d'être dans un pays où on travaille depuis des années, puis finalement les gens continuent à mourir de faim, etc. Et ça, c'est aussi des aspects qu'on peut prendre en charge aujourd'hui, qui sont des signes beaucoup moins criants, comme vous le disiez, que le stress post-traumatique à proprement parler, qui vont se manifester dans les conflits d'équipe, dans une espèce de... Parfois, je suis sûre que vous connaissez tout ça, même sans avoir fait du terrain, vous allez chez le médecin, vous êtes à l'hôpital, vous avez quelque chose de grave, et puis on vous appelle le foie de la chambre 14 alors que vous n'avez plus de prénom ni rien. Ça, c'est la fatigue de compassion, des gens qui sont extrêmement distants aussi avec leur métier, qui n'ont plus la compassion parce que la compassion les a bouffés en quelque sorte et les a usés. Donc ça, c'est aussi un travail de fond que je trouve vraiment intéressant et qui demande une sensibilisation des managers, des coordinateurs de fond. Madame Abichère. Oui, alors ça, on voit très fréquemment aussi chez nous. Et on sensibilise les gens justement avant le départ et aussi les managers. Et maintenant, de plus en plus, on a des appels directs du terrain. Donc on est joignable 24 heures sur 24 et on a énormément d'appels du genre, des gens qui sont épuisés à la langue, qui se posent des questions et qu'on arrive à accompagner. Soit c'est juste un passage comme ça temporaire et ils terminent leur mission à temps, et il y en a d'autres où c'est trop difficile et on arrive à les faire abréger leur mission tant qu'ils vont encore bien avant d'arriver à un moment où on devrait les évacuer du point de vue médical. Donc c'est tout une connaissance de soi, une reconnaissance en fait qu'on a le droit de ne pas aller bien et de pouvoir faire appel et de savoir où faire appel. Donc c'est un travail à très longue haleine et un travail aussi d'équipe. Ce qu'on voit très fort, c'est si c'est des bonnes équipes, en fait, ces traumatisations secondaires sont bien moindres parce que les gens, après les visites de prison très difficiles, on voit des mauvais traitements, ils vont d'abord sur l'émotionnel. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était affreux, j'en peux plus. Et ils peuvent mettre des mots sur ce qu'ils ont vu. Et ça permet de faire le vide et de voir qu'on a de reconnaître de la difficulté qu'on peut avoir et de partager avec son voisin avant d'aller de nouveau dans l'opérationnel et rester humain face à la personne et puis traiter justement des cas. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Donc ce super entre pairs qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très très important. Daniel Yago. On vous passe un micro. Daniel Dago, Adif, merci. Donc moi, je remercie beaucoup tous les conférenciers pour leurs explications. Moi, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, donc j'aurais juste posé 2 ou 3 petites questions. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment ça se passe de l'autre côté. Par exemple, quand les militaires, est-ce que le stress vient d'abord de ce qui se passe dans leur propre rang, des blessures que peut subir un camarade de combat, ou est-ce qu'ils s'intéressent aussi à ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du fait qu'eux-mêmes vont bombarder, vont tuer des gens de l'autre côté. Donc c'est une question pour les militaires. Est-ce que ça contribue à leur stress ou non? Maintenant, est-ce que certains d'entre vous ont une expérience plus précise de ce qui se passe aussi de l'autre côté? Par exemple, quand les États-Unis ont combattu au Vietnam, on sait, il y a eu beaucoup de traumatismes dans la population et parmi les combattants vietnamiens qui avaient combattu les États-Unis. Est-ce que ce sont des choses que vous connaissez? Et même chose, par exemple, dans les conflits actuels en Afghanistan. Est-ce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté? Comment se posent ces problèmes des traumatismes? Quels sont les traumatismes de l'autre côté, dans la population, dans les combattants ennemis, et comment sont-ils vécus? Voilà. Une dernière petite question que je voudrais adresser en particulier au CICR. Vous avez mentionné le cas de Frédéric. Je croyais avoir compris que plus récemment, quand même, il y a moins d'attaques contre des gens du CICR grâce à son rôle, au rôle impartial qui est reconnu par les uns et les autres. Est-ce que je me trompe ou est-ce que les personnels du CICR sont toujours objets d'attaque? Voilà. Excusez-moi, merci. Merci. Alors, des réponses peut-être brèves. Patrick Léraud. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Alors effectivement, pardonnez-moi, avant de répondre à votre question, je vais repréciser stress et traumatisme. Le stress, c'est un ensemble de facteurs qui viennent écraser votre capacité de garder un psychisme qui dit « je vois, je regarde, je comprends, j'analyse, je réponds, j'ai des actes ».
Donc plus on est entraîné, plus préparé, etc., plus on arrive à faire face, mais il y aura quand même un moment où on aura un épuisement qui rejoint l'épuisement de compassion que vous citez. Mais il y a aussi l'effet traumatique, c'est l'effet de sidération, l'effet d'effroi, et les gens même disent « ma pensée s'est arrêtée ». Et ils commencent à vous dire « j'ai vu tout au ralenti, j'entendais plus, j'avais l'impression d'être ailleurs ». Ça, ils sont déjà dans une phase où ils fabriquent du PTSD dans leur cerveau. Alors, les militaires, l'essentiel, c'est la préparation à leur mission. Et tant que ce qu'ils font, voient, observent et répondent est dans les schémas de ce qu'ils ont préparé, ça va. Et dans les schémas, il peut y avoir les actions de combat, l'action portée sur l'ennemi et le cadavre de l'ennemi, par exemple. Reste que si ça rentre, et ça, ce sont les témoignages que j'ai eus à partir des prises en charge très singulières, je ne peux pas parler de généralité, mais de prises en charge très singulières, à partir du moment où ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient à voir qu'ils découvrent, l'ennemi est une jeune femme, l'ennemi est un enfant qui n'est même pas pubère parfois, là, il y a des effets de surprise, si je puis dire. À quel moment cet effet de surprise peut-il être traumatique? C'est si le sujet se sent seul par rapport à ça. Et si il peut y avoir l'élaboration d'un discours, oui, mais c'est cet enfant qui a posé l'IED et qui l'a mis en place dans la nuit où on était incapable de détecter. Et donc, si on est capable de ramener cet enfant, c'était un ennemi qui faisait une action de combat, il y avait légitimité à ce qu'il soit tombé au cours de cette action de combat, l'effet traumatique est moindre, mais reste que, de toute façon, l'homme est un animal qui est fabriqué avec une inhibition à tuer. Ça peut paraître surprenant, ce que je vais vous dire, mais pour parvenir à donner la mort, il faut réprimer un certain nombre d'inhibitions naturelles. Et c'est pas simple, et ceux qui ont pu donner la mort peuvent porter en eux très longtemps le poids d'une douleur et d'une culpabilité qu'ils auront beaucoup de mal à dire. Voilà pour les militaires. Monsieur Birenderhans, on évoquait alors le CCR à travers les questions de Daniel Gaveau. Il y avait une question de... Est-ce que le CICR est moins visé qu'avant? Je pense que toi, tu dois mieux répondre que moi à cette question. Je crains que non, mais tu peux. Alors on a été ciblé à plusieurs reprises cette année directement, donc avec des endroits qui étaient clairement identifiés. Donc on a l'impression qu'on est moins protégé en fait dans certains contextes. Et puis en moyenne, les violences à l'encontre des humanitaires vont au contraire crescendo, hein, ça c'est très net. Hein. De plus en plus souvent, l'emblème de la Croix-Rouge ne protège plus l'humanitaire sur le terrain. Il a la surprise de constater que dans son véhicule dûment marqué Croix-Rouge, il est aussi en péril, ou même davantage que si le véhicule était banalisé. Et ce fait-là est beaucoup plus traumatisant encore pour la personne parce que jusqu'à présent, on avait l'impression qu'on était protégé par l'emblème, hein, on était vraiment invulnérable. Et on a eu aussi l'année dernière un de nos collègues qui a été pris otage et assassiné par la suite. Donc là, ça a été vraiment une secousse profonde au niveau de l'institution. On savait qu'on pouvait être pris otage et jusqu'alors, on sortait toujours vivant. Et là, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé, comme un tabou qui a été brisé et l'institution a été profondément touchée.